Waouh! Les gars, je ne m'attendais pas à un chapitre aussi incroyable malgré deux trois éléments super importants qui manquent. Un bon 8 sur 10. Le chapitre se nomme Une nouvelle histoire, mais avant d'entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1166, j'aimerais d'abord donner mes appréciations pour ne pas oublier plus tard sur ce mini-arc God Valley. Les gars, on va parler français. Ce mini-arc God Valley en comptant ce chapitre 1166 a compté 7 chapitres. Du chapitre 1160 au chapitre 1166, ça fait 7 chapitres. Et très franchement, les mecs, on a passé 7 semaines, allez, à tout casser 3 mois en comptant les pauses entre chapitres. Vraiment de dingue. C'était 3 mois exceptionnels et c'est pourquoi ce mini arc God Valley était exceptionnel. D'ailleurs, les notes moyennes de chaque chapitre de cet arc étaient 9 sur 10. Bien que le chapitre 1165, je ne l'ai pas trop kiffé enfin. Ce n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais parce que très clairement, on aurait pu faire mieux. On aurait même pu faire beaucoup mieux. Surtout par rapport à ce combat final entre Garp et Roger versus Rox Dix-Zebek sous Domi Reversi. Et là, on entre un peu dans les défauts de ce mini-arc God Valley. Très clairement, ce combat final aurait pu s'étendre sur un ou deux chapitres de plus. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo analyse et revue chapitre 1165, ce n'est que représentatif de la puissance de Garp et de Roger. Parce que dans mon analyse et revue chapitre 1165, je vous avais dit que moins un combat est long, plus il y a un camp qui était clairement supérieur. Et le camp supérieur ici, c'était le camp Garp et Roger. Parce que dans ce chapitre, on a les réponses qu'on n'avait pas forcément eu dans le chapitre 1165, étant donné qu'on apprend que Garp et Roger ne voulaient pas nécessairement tuer Xebec, mais ils voulaient plutôt le libérer de sa malédiction parce qu'ils comprenaient très bien le personnage. Ou plutôt, ils comprenaient très bien la souffrance, la frustration et l'humiliation que ressentait le personnage de Rox Dix-Zebek. D'ailleurs, ils l'ont dit avant de lancer leurs attaques finales. Garp a dit « Je comprends ta frustration » et Roger s'est mis à pleurer sous-entendant que les trois personnages se comprenaient parfaitement. Et j'ai beaucoup, franchement, j'ai beaucoup aimé le lien de filiation ou en tout cas la connexion que les trois personnages ont les uns pour les autres parce que dès que le combat a commencé, c'était du tic au tac. Garp et Roger ont très vite compris et assimilé le fait qu'ils ne devaient pas tuer Rox Dix-Zebek, mais plutôt essayer de le libérer de sa malédiction. Ça nous prouve encore à quel point ces deux personnages, ils sont juste grotesques. Je sais que ce sont des détails qui paraissent complètement dérisoires, mais ce sont des détails qui font complètement toute la subtilité et la différence de ces personnages par rapport aux autres. Garp et Roger directement, ils ont lancé le combat dans le but de délivrer Rox Dix-Zebek. Et franchement, c'est magnifique. C'est ce que je vous disais dans mon analyse et revue du chapitre 1165. Je vous disais que les gars engagent le combat, on va dire, en nivelant leur coup. C'est-à-dire, lorsqu'ils attaquaient, ils ne donnaient pas tout en ce moment-là parce qu'ils essayaient de comprendre ce qui arrivait à Rox Dix-Zebek et comment le délivrer de cette malédiction. Plus le combat avançait, plus ils augmentaient la puissance de leur coup. Et lorsqu'ils ont compris que s'ils ne se battent pas à 100%, ils vont perdre tous les deux. Ils se sont dit que là, on va attaquer pour le tuer. Parce que si c'est pas lui, ça sera tout le monde. Du coup, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient. Et là, ils sont complètement claqués. Franchement, j'ai adoré ce détail. Bon, pour résumer, le fait que le combat final de ce mini-arc God Valley n'ait pas été plus long est un défaut sans en être réellement un. Maintenant, l'autre défaut, c'est le manque d'implication des personnages secondaires qui ont été impliqués directement dans ce flashback de God Valley. Parce que les mecs, on va parler français encore une fois. Bogart, frérot, je ne sais même pas si c'est ton nom. Frère, mais bouge-toi. Fais un truc. Je ne sais pas, fais un truc. On en vient à se demander pourquoi est-ce que Oda a créé ce personnage. Parce que très sincèrement, il ne sait absolument à rien. Et c'est terrifiant, il ne sait à rien. Pourtant, il a débarqué sur God Valley, on se disait, ouais, Boga allait potentiellement 1v1 Rayleigh, 1v1 Gabano, 1v1 je ne sais qui. Mais le mec, il est là, il ne fait absolument... Mais c'est terrifiant, les mecs. Dites-vous qu'on ne sait même pas si c'est son réel nom. On l'a vu une seule fois lorsqu'il passait le Denden Mushi à Garp, lorsque Garp discutait avec Sengoku. C'est fini. Le mec, il n'a que fait ça de tout l'arc. Franchement, les mecs, entre nous, c'est vrai que God Valley, c'est un arc qui a été plus pour développer le lore que les combats. Parce que de base, moi, je croyais que c'était un arc qui était fait pour, on va dire, le fan service. Mais on se rend compte que non, c'était plus pour le lore. Mais imaginez-vous un peu, on avait eu ces combats-là épiques sur God Valley. On serait là en train de se dire, waouh, le flashback de l'histoire. Oui, c'est potentiellement, enfin, ça a le potentiel pour être le flashback de l'histoire, mais on aurait pu faire vraiment beaucoup mieux, les gars. Franchement, on aurait pu faire beaucoup mieux. Surtout dans ce chapitre, encore une fois. Lorsque Rayleigh et Gaban sauvent Garp et Roger, ils ont dû se confronter aux chevaliers divins Garling, Maffei et Summers. Et il y a certainement dû y avoir un combat. Rayleigh a dû se taper 1v1 contre Garling, mon fameux combat que j'attendais tant.
Et Gabon a dû prendre en 2v1 Maffei et Somers. Mais encore une fois, ça s'est passé en off-screen. Ça s'est passé en off-screen. Et très franchement, les mecs, c'est chiant. C'est assez décevant parce que on aurait pu faire tellement de choses et on aurait pu découvrir le HDR de Gabon, le HDR de Rayleigh, leurs attaques nommées et même celle de Garling. Mais on n'a absolument pas eu ça. Franchement, les mecs, je vais pas vous mentir, c'est assez chiant. Bref, j'ai craché mon venin, j'ai assez craché mon venin. Du coup, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1166 qui était vraiment exceptionnel. Comme je l'ai dit, un bon 8 sur 10, ça ne bouge pas. Ce chapitre 1166 débute où le 1167 s'était arrêté. En effet, on y découvre un Gab et Roger qui sont complètement épuisés, mais conscients quand même après leurs attaques finales sur Rox Zebek sous Domi Reversi. Ce même Rox Zebek semble avoir été délivré du Domi Reversi, mais lui aussi, il est complètement épuisé et incapable de bouger. Le décor est complètement détruit, God Valley est complètement détruit et il y a un orage. Preuve de la puissance du Haki des Rois des trois personnages qui se battaient. Et je rappelle, il faisait beau sur God Valley. C'est-à-dire, le Haki des Rois a été tellement intense que la pression atmosphérique a fait chuter la pluie et le ciel a été fendu. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et il y en a qui continuent d'essayer de nous faire croire que Gab et Roger avaient le niveau intermédiaire. Encore une fois, un niveau inventé pour discréditer les amiraux, je le dirais autant de fois qu'il le faut. Et il faut aussi noter que l'île a sombré suite au combat entre Gab, Rox et Roger. Je sais que beaucoup ne veulent pas le dire parce que oui, il ne faut pas monter Gab, mais c'est la vérité parce que je ne vois pas d'autre explication. Pourquoi est-ce que l'île aurait sombré? Immu n'a pas utilisé d'armes antiques. Il n'y a rien eu. L'île a complètement sombré suite au combat de ces trois personnages-là. C'est une dinguerie. Du coup, on a le groupe de chevaliers divins composé de Garling, Somers et Maffei qui débarquent sur le lieu du combat et voient Roger, Rox et Gab complètement incapables de bouger. Tu as Rox qui aura donc un monologue interne et il se dira « Gab, Roger, vous ne devez pas mourir ici, vous devez partir, fuir, ça ne sent pas bon. » Et là, tu as Garling qui va brandir son sabre et tuer Rox de 100 fois. Bon, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que le gouvernement mondial n'a pas fait la propagande de Garling en disant que c'est Garling qui a éliminé Rox Zebek, mais plutôt celle de Gab? Bon, on va dire que c'est une question de scénario et en plus de ça, ce n'est pas si faux que ça de me faire la propagande de Gab parce que tout ce qui a été dit sur Gab n'est pas nécessairement faux. D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et là, on a les derniers mots de Zebek qui remercie Gab et Roger de l'avoir délivré de sa folie meurtrière. Et là, il y en a beaucoup qui s'attendaient à une mort beaucoup plus extravagante de la part de Rox Zebek. Très franchement, les mecs, moi, je ne vais pas vous mentir. Pour le moment, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas trop. En fait, peut-être on aurait pu faire mieux, mais moi, en fait, je trouve ça assez bon quand même. Bon, peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard. Peut-être que là, c'est dans le feu de l'action. Et puis, on a une double page assez magnifique de la fin de God Valley. On nous montre Roger et Gab en train de dormir et on nous montre les Rox. Très franchement, dans ces chapitres, je n'ai pas envie de parler des Rox parce que j'ai été extrêmement déçu par les Rox, surtout de Barbe Blanche. Du coup, je ne vais pas parler d'eux parce que si je parle d'eux, je vais vraiment m'énerver. On nous montre aussi Dragon, on nous montre Shanks en train de dormir, on nous montre le groupe de Kuma, c'est-à-dire Kuma Ivankov et Ginny, on nous montre Barbe Noire et Iris. Finalement, on apprend qu'ils sont partis dans le même endroit. Ça, c'est cool. L'incident de God Valley est donc aujourd'hui officiellement terminé. Là, ça y est, on a tous les secrets, on a tout le lore autour de cet incident de God Valley. Et là, on tombe dans le jour d'après cet incident de God Valley et on tombe directement dans le navire de Roger. On a donc la découverte de Shanks par l'équipage de Roger. Franchement, c'est assez cool que cette case-là soit adaptée dans le manga. On nous montre Rayleigh, Gaban qui sont avec des bandages et Roger aussi d'ailleurs. Ça prouve que Rayleigh et Gaban se sont battus contre les chevaliers du 27. Comme moi je vous ai dit, ça m'a fait un peu chier que ce soit fait en off-screen. Mais on a aussi Shaki et Gloriosa qui sont dans le navire de Roger. Certainement, c'est l'une de ces deux femmes, ou peut-être même les deux femmes, bon, peut-être pas, mais l'une de ces deux femmes qui va potentiellement allaiter le bébé Shanks. Maintenant, on bascule du côté de la marine et on tombe sur le personnage de Gab qui se réveille et découvre ce qui a été écrit dans les journaux suite à cet incident de God Valley. Et là, encore une fois, les mecs, Gab. Ah, non, mais quel personnage. Franchement, ce personnage est juste incroyable. Le mec, il n'accepte absolument pas, bien que ce qui est dit en soi, ce n'est pas faux. Et tiens, d'ailleurs, on recouvre le même médecin qui s'était occupé de Kobe après Marineford. C'est cool, mais pas plus. Du coup, tu as donc un gars qui est vraiment en colère de ce qui est dit dans les journaux. Et les gars,
Franchement, le personnage de Garp, encore une fois, c'est une masterclass parce que ce qui est dit n'est pas nécessairement faux. C'est lui qui a arrêté Rox Xebec, bien qu'il était avec Roger. Mais on peut lui attribuer la victoire, mais il ne veut pas de ce titre de héros légendaire de la marine. Non pas parce que ce n'est pas mérité, mais c'est parce que ça traîne le nom de Rox dans la boue. Et il n'est pas du tout d'accord avec ça parce que Rox n'était pas parti pour être un méchant. Mais c'est plutôt le gouvernement mondial qui devait être incriminé. Et faire abstraction de ça, ça le met vraiment en colère. Et c'est pourquoi le personnage, il est juste extrêmement bien écrit. Tout le contraire du personnage de Sengoku qui lui est détestable parce que Sengoku le dit clairement. Moi, je vois ce que les supérieurs font, mais je fais semblant de ne pas avoir vu. D'ailleurs, Garp et Sengoku vont se battre et j'ai l'impression que Oda a voulu nous faire comprendre la hiérarchie de puissance entre les deux personnages parce que tu as un Sengoku en pleine forme qui affronte un Garp blessé. Malgré tout, Sengoku ressort quand même de ce combat plus blessé que Garp. C'est quand même pour vous dire de la puissance de Garp. Puis Sengoku va lui dire, c'est pour ça que je suis content de t'avoir comme meilleur ami. Et Sengoku va lui demander s'il comptait quitter la marine, ce à quoi Garp va répondre, imbécile, j'ai encore beaucoup de choses à protéger. Encore cette fameuse protection de Garp. Et ces propos de Sengoku, très sincèrement, je les ai sentis comme un appel à l'aide à Garp. Comme s'il était en train de dire à Garp, ne nous laisse pas entre les mains de ces crapules du gouvernement mondial. Reste là pour nous protéger. Franchement, c'est comme ça que j'ai compris le speech de Goku. Ce n'est pas une question de bon ou de mauvais personnage. C'est juste une question de capacité, de puissance pour pouvoir faire face au gouvernement mondial. Et Sengoku avoue clairement qu'il n'en a pas. Maintenant, on va basculer sur la partie entre Garp et Dragon. Alors, on a une conversation. Beaucoup se plaignent encore une fois de cette conversation. Mais moi, je trouve que elle est juste magnifique. En fait, tu ne peux pas faire mieux que ça. C'est typiquement une conversation entre un père et son fils. Après tout ce qui s'est passé sur God Valley, tu as donc Garp qui va rendre visite à un dragon qui est emprisonné. Et dites-vous quand même, c'est une dinguerie. Dragon se dit, je suis emprisonné parce que j'étais en train de sauver des civils. Donc, je fais partie de la marine. Je suis emprisonné parce que je sauvais des civils. Mais vraiment, on comprend la décision de Dragon de quitter la marine. Et puis, il annonce à son père, il dit, papa, je quitte la marine. Garp lui répond, je sais. Et puis, il dit à son père, je te méprise. Et Garp, encore une fois, qui dit, je sais. Les mecs, encore une fois, le personnage de Garp, il est juste magnifique parce qu'à aucun moment, il essaie de se justifier malgré le fait qu'il était grotesque. Lui aussi, il a sauvé des civils, mais malgré tout, il n'essaie pas de se justifier et tout. Non, rien. Il assume tout. Il assume tout, même ce qu'il n'a pas fait. Franchement, le personnage, il est juste grotesque. Maintenant, on va finir la vidéo avec le personnage de Harald. Bon, je vais accorder le bénéfice du doute à Harald, même si au fond, je suis certain que le personnage a complètement tort. Vu que tu es un sommeuse qui voulait aller se recueillir sur sa tombe, ça voudrait dire que Harald, à un moment donné, il a servi le gouvernement mondial, puis il a berné le gouvernement mondial. Et c'est justement parce qu'il a berné le gouvernement mondial que je veux lui accorder un bénéfice du doute. Parce que tu as Harald qui dit quand même regretter de ne pas avoir pu aider son ami Rox Xebec lorsque Xebec lui a demandé son aide. Et ce même Harald, roi de Erbaf, je le rappelle, va courber les chines devant le gouvernement mondial pour intégrer cette organisation. C'est assez contradictoire, le personnage est assez naïf. Et pour ceux qui disent que Harald, il n'a pas forcément tort. Les mecs, dites-vous quand même que ce gars, à la fin, s'est retourné contre le gouvernement mondial. C'est pourquoi je ne veux pas trop l'incriminer maintenant. Du coup, on va attendre. Et il serait possible qu'au chapitre prochain, on assiste à un combat entre Garp et Harald parce que Garp n'accepterait pas la décision de Harald de courber les chines devant le gouvernement mondial, malgré tout ce que le gouvernement mondial a pu faire sur God Valley. Ça ne me surprendrait vraiment, mais vraiment pas du tout. Bon, et aussi j'ai une théorie sur la mort de Harald. Harald ne s'est pas fait contrôler par le Domi Reversi. En même temps, quel serait l'intérêt de Domi Reversi, un esclave, étant donné que Harald s'est proposé comme étant un esclave pour le gouvernement mondial. Du coup, à mon avis, il ne s'est pas fait Domi Reversi. Mais je vous parlerai de ça dans une vidéo où je développerai vraiment ce qui s'est passé le jour de la mort du roi Harald. Un mot sur Xebec. Bon, apparemment, lorsqu'il parlait avec Loki, il a transmis sa volonté à Loki et il a dit à Loki qu'il n'y a que Harald, en mangeant le fruit légendaire de Erbaf, qui serait capable de détruire le monde en libérant les géants de la Galela. Bon, moi, je pense qu'il veut les libérer pour que ces mecs construisent la mantique Pluton.